Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir Brigitte Guérin, une scientifique dans le domaine de la médecine nucléaire et un parcours très bien rempli. Elle est également professeure, a son propre labo et est une grande fan du travail collaboratif pour accomplir des projets d'ampleur. Dans cette discussion, on a eu la chance d'aborder plusieurs sujets, dont notamment la médecine nucléaire. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est l'avenir prometteur et tellement on va dire, de choses que peut accomplir ce domaine de pratique. C'est vraiment un sujet passionnant. Ensuite, on a parlé du travail d'équipe et de qu'est-ce qui règne dans une bonne équipe, comment faire fonctionner un travail collaboratif, parce qu'il faut savoir que Brigitte a été un peu, on va dire, chef d'orchestre de plusieurs travaux, a eu la chance dans toute sa vie de participer à bien des projets collaboratifs encore aujourd'hui. Et enfin, on a parlé de l'incertitude du futur, de comment prendre et de pourquoi prendre des décisions des fois qui semblent difficiles à prendre, où est-ce qu'il faut faire un sacrifice notamment de sa carrière, qu'est-ce qui est important à observer dans ces décisions-là. Donc aujourd'hui, une fois de plus, c'est une discussion juste un à un. Mon collègue se trouve en échange étudiant en France. Par contre, contrairement à la discussion précédente, j'ai utilisé la caméra grand angle et je pense que ça a vraiment permis l'absorption dans la discussion et pas d'être distrait de devoir changer de plan. Donc dorénavant, pour les discussions un à un, c'est ça qu'on va faire. Donc, j'espère que la discussion vous plaira et une fois de plus, pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Bienvenue, Brigitte Guérin, au podcast Mille et une voix du succès. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci de l'invitation. Donc, on est généralement deux, mais là, ce sera juste moi pour cette introduction. Mon collègue est en France en échange étudiant. Donc, on va commencer ça calmement. Donc, je commencerai avec ça. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Comment en es-tu arrivé là? C'est quoi les étapes saillantes dans ton parcours, on va dire? Brigitte Guérin. Je viens de la Gaspésie, loin. J'ai été attirée par Sherbrooke pour mes études graduées. J'ai fait mes études jusqu'au doctorat ici. Ensuite, j'ai été 9 ans à Montréal, à l'Institut de recherche clinique de Montréal, comme professionnelle de recherche, j'avais en charge de superviser un laboratoire. Et puis, la famille, la carrière, j'ai eu deux petites filles à Montréal et comme ça venait difficile d'avoir une belle qualité de vie. À Montréal? À Montréal, Ouais. oui, avec deux jeunes enfants, le trafic, les circulations, Ouais. c'était 3 heures dans le trafic. Donc, on est revenu à Sherbrooke et puis c'était d'autres défis. Au niveau familial, c'est extraordinaire parce que la qualité de vie à Sherbrooke, on est bien. Ah oui, le trafic, 10 minutes peut-être. Oui, oui, oui. La même distance, c'était, je confirme, c'est 15 minutes. Mais c'est aussi de nouveaux défis. C'était de trouver un nouvel emploi. Donc, j'ai travaillé pour une petite compagnie pharmaceutique pendant 5 ans. Et puis, par la suite, je suis revenue à mon milieu de prédilection, la recherche, un milieu académique. Ça au CHU, en ce moment. Je suis au CHU, je suis au département de médecine nucléaire et de radiobiologie comme professeur-chercheur. Parfait. Donc, de Gaspésie à Montréal, à Sherbrooke. Et est-ce que vous êtes là pour rester maintenant? Est-ce que Sherbrooke, c'est la place? Oui, oui, quand même. Là, notre famille est bien installée à Sherbrooke. Oui. Beaucoup de personnes de Montréal, en fait, qui ont été à Montréal, reviennent à Sherbrooke à un certain moment, je réalise. Là. Il y a beaucoup qui aiment ça. C'est quand on était étudiant, c'est un milieu très enrichissant. On se sent intégré facilement à notre milieu, à la ville. Les gens sont sympathiques. Et puis, c'était un désir de revenir. Là. Parfait. Donc, tu as dit médecine nucléaire. Maintenant, je sais que moi-même et beaucoup de personnes qui écoutent ne sauront pas du tout c'est quoi. Est-ce qu'on peut se faire un bref portrait de la médecine nucléaire? Et moi, je vais poser des questions comme étant la personne qui n'en connaît rien, on va dire. OK. Je vais dire mon profil. Moi, je suis chimiste de formation avec une formation en chimie organique et chimie médicinale. Et puis, mon rôle était, je suis responsable du développement des radioisotopes
et des radiotraceurs pour la médecine nucléaire. Bon, expliquons qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement de développer des agents d'imagerie ou des agents thérapeutiques à base de radioisotopes, donc radioactifs. Et qu'est-ce que ça permet en médecine nucléaire? Soit d'imager différentes maladies et de les traiter. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, c'est une technique d'imagerie, je dirais pas nouvelle, mais différente de celle qu'on connaît comme d'habitude, on pourrait dire. Oui, la technique d'imagerie, nous, ce qu'on développe chez nous au laboratoire, ce sont des radioisotopes émetteurs de positrons. Donc, ils ont une particularité. Et puis, les caméras qu'on utilise pour imager, ce sont des scanners, des caméras TEP pour la tomographie d'émission par positron. C'est une modalité d'imagerie qui est très, très sensible. Ce qu'on injecte aux patients pour l'imagerie, ce sont des infimes quantités. Donc, ce qu'on appelle, c'est des picomoles. Donc, vraiment très, très sensible. C'est la modalité d'imagerie la plus sensible. Et qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permet de voir l'étendue des maladies très facilement. Donc, les agents d'imagerie qu'on développe sont des agents qui vont cibler une protéine ou une enzyme qui est surexprimée dans le cas d'une maladie. OK, donc par exemple, une maladie provoque telle chose dans le corps. Nous, on va aller voir essentiellement si telle protéine est beaucoup plus présente, confirmant un peu la présence de la maladie en tant que telle. C'est tout à fait ça. Comme un médicament. Le médicament, c'est ça. On va cibler, on va appeler le terme biomarqueur, mais c'est une protéine, ça peut être un enzyme qui est surexprimé et qui caractérise bien une maladie. Donc, nous, c'est un médicament, mais radioactif, soit pour l'imagerie. Donc, là, il n'y a pas un effet médicamenteux. C'est vraiment, dans ce cas-là, pour aider à voir. Et puis, on peut changer de radioisotope. Donc, changer le radioisotope qu'on utilise pour l'imagerie pour un radioisotope thérapeutique dans le cas du cancer. Et là, bien, ça nous permet de traiter avec des doses infimes de composés, ce qui réduit les effets secondaires et qui peut être vraiment intéressant quand la maladie est avancée. Donc, pour une maladie qui est précoce, il y a d'autres moyens de traitement. Mais quand on est rendu à une maladie avancée, où il y a des métastases, c'est une des options très, très élégantes pour traiter. OK, la médecine nucléaire, en fait. La médecine nucléaire, oui. Puis un radioisotope, plus spécifiquement. D'ailleurs, si je prends des petites notes pendant la conversation, c'est juste qu'il y a des points que je veux revenir qui m'intéressent. Absolument, aucun problème. Donc, un radioisotope en tant que tel, c'est plus spécifiquement, on l'a dit quelques fois, mais c'est quoi? C'est un atome radioactif. OK. Donc, nous, ce qu'on a au laboratoire, on a 2 cyclotrons. Les cyclotrons, ce sont des accélérateurs de particules. OK. On va aller jouer avec le noyau des atomes. On va bombarder les noyaux des atomes avec des protons. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer la nature de l'atome et on va le rendre radioactif. La radioactivité, c'est intangible. On ne le sent pas. On peut la calculer avec des compteurs spéciaux. Mais puis ce qu'on produit, c'est des très, très petites quantités. Avec les cyclotrons, on peut quantifier puis on peut produire ce qu'on a besoin uniquement. Donc, c'est un peu différent des réacteurs nucléaires. Oui, c'est ça, parce on produit à la demande. On produit à la demande. Et puis, il y a très peu de déchets. OK. Puis, le défi, c'est nous, on travaille avec des radioisotopes, ces agents radioactifs-là, ces atomes radioactifs-là, qui ont parfois des très courts temps. On en a qui ont 20 minutes de demi-vie. Donc, après 20 minutes, la quantité initiale qu'on avait produite est diminuée de moitié. Donc, c'est des gros défis. Le facteur temps est un facteur additionnel à tenir en compte. OK. Fait que c'est un traitement qui peut se faire, dans le fond, on va dire, avec une certaine limite de temps, doit se faire rapidement, par exemple? L'imagerie et les traitements doivent se faire dans les limites où on reçoit, où on produit les radioisotopes. Puis est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des dangers associés à cette nouvelle pratique-là qui se sont révélés dans les récentes années? Est-ce qu'il y a disons des... en fait, ma question, c'est des dangers, principalement. Oui.
Avec l'approche qu'on utilise, on limite quand même beaucoup. On a produit très peu de déchets nucléaires parce qu'avec l'approche cyclotron, on ne parle pas voyons, j'ai le nom, d'une centrale nucléaire dans ce cas-là. Donc, on a très peu de déchets nucléaires. On produit et tout est contrôlé. Nous, on est contrôlé par la Commission de sécurité nucléaire canadienne. OK. Donc, tout ce qu'on propose et qu'on produit doit avoir eu une approbation. Et puis, on a quand même une équipe là, très qualifiée et on a proposé des approches quand même très sécuritaires. Tu sais, on ne commence pas à produire des quantités énormes. On y va graduellement. On valide qu'on est capable de purifier, qu'on est capable de travailler avec ces agents-là de façon sécuritaire. Tout est automatisé. Fait que pour les employés qui développent, qui travaillent dans le secteur, on a développé une expertise vraiment pointue. On développe nos propres modules automatisés pour mimer ce qu'on ferait dans un laboratoire de chimie. De chimie médicinale, par exemple. Tout est contrôlé avec des automates qu'on construit. Donc, les gens ne mettent pas les mains, ne travaillent pas manuellement nécessairement avec la radioactivité. Fait qu'on est dans des enceintes blindées. Les hottes chez nous sont blindées au lieu d'être des hottes ordinaires. Bien, c'est 7,5 centimètres de plomb. Pour ceux qui ne savent pas, les hottes, c'est les petits, on va dire, espaces de travail où est-ce que les chimistes vont faire toutes sortes de réactions. J'ai eu la chance de visiter le CHU plusieurs fois. Il y en a toujours 50 dans chaque labo. Oui, donc, vous avez des hottes hyper sécurisées. En fait. Oui. C'est ventilé, donc tout est contrôlé. Mais nous, c'est en plus d'avoir l'endroit ventilé pour pas que les vapeurs partent dans le laboratoire, on a aussi le blindage additionnel. Fait que la façon de travailler dans le laboratoire est vraiment très sécuritaire. On est inspecté par la commission. Donc, on a des audits. On en a un dans moins d'un mois, un audit de la commission. Ils viennent 5 jours inspecter tous nos documents aussi. Tout doit être bien documenté. Ça, c'est pour les opérateurs et c'est la même chose quand ça arrive en clinique. Donc, pour sortir un produit du laboratoire, on doit signer, on doit autoriser. Surtout, nous, dans le cas des composés qu'on développe, beaucoup sont utilisés chez les patients. Donc, on a une assurance qualité, contrôle de qualité, des gens qui assurent la qualité du produit. Et puis, bien, c'est ça, du côté clinique aussi, tout est contrôlé. Le patient qui va recevoir un agent d'imagerie fait chez nous va être dans une salle qui est isolée le temps que l'agent, c'est des agents de courte demi-vie souvent, soit éliminés. C'est ça, parce que c'est quand même des agents radioactifs, donc c'est un espace très, très contrôlé qui minimise les dangers, très encadré, on va dire, ce que tu Oui, me dis très encadré pour s'assurer que les gens autour, quand le patient retourne chez lui, ne sont pas mis en danger. Pas mis en danger, mais exposés aux radiations. Parfait. Et par rapport à la médecine nucléaire plus spécifiquement, qu'est-ce que j'essaie de me faire un peu une image de l'avantage que ça va avoir contrairement à une autre technique d'imagerie. Tu as dit que c'était beaucoup plus sensible. Oui. Plus en exemplifiant peut-être, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire qu'une autre technique ne permettrait pas, par exemple? OK. Donc, nous, on va travailler, personnellement, je travaille avec plusieurs modalités d'imagerie. On parle, ce que les gens connaissent bien, c'est la médecine nucléaire conventionnelle ou l'IRM. Les gens ont été passés des scans à l'IRM. L'IRM est une modalité qui offre une très grande résolution spatiale. On va voir les tissus, on va voir les contrastes, on va bien voir les os, les muscles. Nous, en imagerie TEP, on ne voit pas ce détail-là. On se taquine souvent. On nous dit, vous, avec vos taches, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas une haute résolution. Pas comme l'IRM, mais on combine nos modalités. La TEP n'est jamais utilisée seule en clinique. Elle est utilisée avec ce qu'on appelle la tomodensitométrie pour aller chercher cette belle qualité d'image-là pour bien voir où le traceur est capté. Mais c'est la sensibilité. Nous, on a une information moléculaire.
On cible avec nos composés, nos agents d'imagerie, des protéines, des enzymes. On a de l'information par rapport à cet événement-là moléculaire qui nous aide à mieux caractériser la maladie. OK. Donc, je vais te donner un exemple de ça. Donc, on travaille avec des très, très faibles quantités. On vient de terminer un projet qui était sur le cancer de la prostate métastatique. Mhm. C'était un projet pan-québécois avec 5 centres, 5 hôpitaux impliqués dans le projet. Notre but, c'était de mieux caractériser le cancer de la prostate métastatique. Le cancer, c'est une maladie qui est très complexe. On sait que les cellules cancéreuses essaient de toujours déjouer tout traitement qu'on va faire. Mhm. Si on cible une molécule, un enzyme, un récepteur, bien, il y en a un autre qui va venir surexprimer et puis là, ça va garder en vie certaines cellules cancéreuses. Même si on réussit à en détruire quelques-unes, il y a toujours c'est le défi avec le cancer. Puis quand c'est rendu un cancer métastatique, c'est encore plus complexe. Puis, juste rapidement, un cancer métastatique, parce que ça allait être ma prochaine question par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce qu'un cancer métastatique? Un cancer va être primaire au début, il va être localisé. Si on parle de cancer de la prostate, ça va être localisé au niveau de la prostate. Et puis, on peut traiter facilement. On peut faire aussi une ablation, on peut faire des traitements chimiques qui vont faire en sorte qu'on peut traiter. Pour certains patients, il va y avoir une rechute ou une récidive. Et puis là, les cellules cancéreuses sont un peu plus difficiles à traiter parce qu'ils ont acquis une résistance. Okay. Et ils ont déjoué le système, puis les médicaments ne sont plus efficaces. Okay. Donc, il va aller choisir d'autres médicaments pour traiter. Et là, le cancer va évoluer et va se localiser à d'autres endroits. Donc, plus nécessairement au niveau local, mais on va voir apparaître des petites lésions cancéreuses à différents endroits, dans le foie, ça peut être dans les poumons, ça peut être dans différents organes. Et là, ça devient un cancer qui est plus généralisé ou métastatique. OK, quand le cancer, on va dire, se propage dans le corps. Nous, avec nos agents d'imagerie, dans le cas d'un cancer métastatique où il y a beaucoup de lésions, beaucoup de petites lésions cancéreuses partout dans le corps, on avait utilisé 3 agents d'imagerie pour aller cibler 3 informations différentes pour voir si les patients pouvaient être éligibles à certaines thérapies. Okay. Puis avec les 3 agents d'imagerie, on pouvait dire, par exemple, là, dans ce cas-là, les lésions qu'on voit, on voit 100 lésions. Sur les 100 lésions, les 100 allument avec, par exemple, je vais mentionner la PSMA, qui est un des traceurs qu'on a développé. Donc, toutes les lumières, toutes les lésions allument au PSMA. Fait que ce patient-là peut être éligible à un traitement PSMA. Puis, c'est quoi le traitement PSMA? On faisait l'imagerie avec, par exemple, du gallium-68. C'était le radioisotope qu'on utilisait. On peut remplacer le gallium-68 pour utiliser pour l'imagerie par un autre radioisotope, qui est, par exemple, le lutetium-177. Et puis là, ben, si le gallium se rendait dans toutes les lésions, le produit PSMA gallium-68, ben, le produit lutetium-177 PSMA va se rendre dans toutes les lésions. Okay. Et là, le rôle de l'agent thérapeutique est très différent de celui d'imagerie. Donc, lui, il va avoir ce qu'on appelle une courte portée. Il va rentrer dans les cellules cancéreuses. Il va se rendre dans l'ADN des cellules cancéreuses pour les détruire. Wow. Donc, c'est une approche qui est vraiment extraordinaire pour... c'est malheureusement pas tous les patients qui sont éligibles, mais pour ceux qui le sont, c'est une approche qui a qui est vraiment extraordinaire, qui ouvre vraiment une porte là, pour traiter ces patients-là qui sont avec des cancers avancés. Puis c'est ça, parce que généralement, un cancer avancé, c'est... Ben, pas généralement, mais disons que c'est beaucoup plus, comme tu dis, difficile à combattre. Mais là, si j'essaie de résumer ça un peu plus... du point de vue d'un étudiant...
on a un cancer métastique et grâce aux agents, notamment de la médecine nucléaire, on va être capable d'aller probablement localiser les différentes lésions partout où elles se trouvent, parce que là, c'est un cancer qui s'est propagé. Et ensuite, grâce à ces agents d'imagerie, il y aura les agents thérapeutiques qui vont pouvoir s'y rendre pour combattre le cancer à tous les endroits où il se trouve dorénavant. Oui, c'est des nouvelles modalités. Pour faire le traitement avec les radioisotopes, il faut l'agent d'imagerie Exact. pour déterminer si le patient est éligible ou pas. Et ce qui est vraiment excitant avec cette approche-là, c'est que Santé Canada, dans les 3 dernières années, ont approuvé 2 agents pour le traitement à partir de radioisotopes. Et nous, on a mis au CHU, on a travaillé très fort pour avoir les 2 agents d'imagerie. On a travaillé avec les équipes terrain. On a développé les 2 agents d'imagerie dans le cadre d'un projet de recherche qui n'avait pas du tout rapport avec l'amener en clinique, mais c'était l'amener en clinique, mais pour une étude très particulière, bien comprendre le cancer métastatique avancé. Mais on avait ces agents d'imagerie-là qu'on avait développés avec une approche aussi tout à fait novatrice. On avait un défi. Nous, ce type de projet-là a été fait avec le gallium-68, qui a une demi-vie de 68 minutes. Donc, après 68 minutes, j'avais 2 fois moins de produits qu'au départ. Ouais. Le défi, c'était d'envoyer le composé à Québec, de composer à Montréal, dans nos centres collaboratifs. On était avec le CHUC Université Laval, le Jewish, le CHUM et McGill. Et puis, comment on a fait, c'est justement, on a réussi à y arriver grâce au cyclotron. On peut produire en plus grande quantité. Puis, on a fait en sorte que les quantités étant quand même très, très importantes, on pouvait avoir 1 heure de péremption. Sur tout médicament, on a une date de péremption qu'il faut, ou date d'échéance qu'il faut regarder pour s'assurer que le médicament est encore actif. Bien, nous, c'est 5 heures. C'est pas beaucoup, là, 5 heures. Mais avec une bonne flotte de transport, on a réussi à relever le défi. Puis, on avait ces agents d'imagerie-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec notre institution pour faire valoir qu'on avait ces agents d'imagerie-là, puis qu'on pouvait les offrir aussi aux patients du CIUS de l'Estrichus et à tous les patients. Puis on a eu une ouverture de notre institution à ce niveau-là incroyable. On a travaillé à mettre en place cette technologie-là pour l'offrir aux patients. Et puis ça, c'est un bel exemple de collaboration entre la recherche et la clinique, parce que le produit d'imagerie n'est pas encore homologué. Il n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Mais si on veut offrir la thérapie à nos patients, on a besoin de cet outil-là d'imagerie. Fait qu'on a eu une très bonne réponse là, de la part de nos institutions, puis... Donc, beaucoup de support afin de mener à bien ces projets et faire, on va dire, avancer l'humanité. Bien, c'est beaucoup de collaboration. Puis nous, écoute, ça demande aussi beaucoup de temps au niveau c'est des beaux défis, mais on le fait parce qu'il y a des patients en bout de ligne. Ouais. Nous, c'est ça, c'est qu'est-ce qui nous motive le matin. Puis on ne pense pas à ça nécessairement au départ. On prend un projet de recherche, mais là, tu te dis, bien écoute, il pourrait y avoir des bénéfices super intéressants, super importants. Il faut les quantifier. Il faut travailler à quantifier tout ça. Ça, pour aller, après ça, aux approbations, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais en attendant, même si le produit n'est pas homologué ou disponible approuvé par Santé Canada, on peut continuer avec des projets de recherche en collaboration avec la clinique. Ça demande beaucoup de personnes. Ouais, c'est pas un travail qui se fait tout seul. Là. En fait, là, tu nous amènes sur un point et je vais nous ramener éventuellement à la médecine nucléaire, mais là, j'aimerais faire une tangente sur le travail d'équipe, donc le travail collaboratif, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Tu me parles de très grands projets qui sont seulement possibles avec ce travail-là. Donc, j'aimerais savoir, premièrement, qu'est-ce qu'un bon travail d'équipe? Comment est-ce que ça se construit? Faut être un bon joueur d'équipe en partant. C'est quoi du travail d'équipe? C'est que chacun amène ses compétences, son expertise, ses ressources pour co-construire
un projet, un défi on s'est mené. Pour moi, c'est ma vision. Le travail d'équipe, dans un premier temps, se fait au niveau du laboratoire. OK? Parce que pour aller plus loin, il faut que tu aies le support de ton équipe très proche, qui construit avec toi. Fait que pour moi, je suis excessivement chanceuse. On s'est construit une équipe avec des expertises complémentaires différentes au niveau du laboratoire. C'est mes collègues, c'est des professionnels de recherche chez nous qui, tout d'abord, c'est quand on veut travailler en équipe, il faut avoir l'approbation, il faut avoir le « OK, on est partant, on y va ensemble ». Ensuite, bien, c'est d'aller plus loin. Tu sais, ces projets-là que je vous présente, là, ça vient de besoins cliniques. On ne développe pas des agents sans avoir eu la requête d'un clinicien nous demandant, écoute, on a besoin vraiment d'un agent d'imagerie dans le cas du cancer de la prostate. Moi, j'avais un collègue clinicien en oncologie, le docteur Sabag, qui, depuis 10 ans, me demandait, écoute, Brigitte, quand est-ce que tu vas nous faire notre agent d'imagerie là, pour le cancer de la prostate? Je disais, mais je veux bien, mais je ne peux pas le faire comme ça. Tu sais, il me faut des ressources, il me faut du financement. Et puis, à un moment donné, on était assis les deux à une table, à un CE, au niveau de l'axe cancer. Et puis là, on nous annonce un gros financement majeur, possibilité d'aller décrocher 1,5 million. Oh. Là, je me tourne, je dis là, docteur Sabag, c'est là qu'on a besoin de vous. C'est là, c'est notre chance d'avoir le traceur. Et puis, la même soirée, il est resté avec nous. On a fait une table ronde et on a appelé tous ses collègues oncologistes au CHUC Université Laval, McGill, Jewish et le CHUM. Ils étaient tous en ligne. On avait 5 cellulaires sur la table. On retourne en 2018 et tout le monde était partant. OK, donc vous avez mis ensemble presque une soirée, une équipe. Une équipe. Après ça, il fallait écrire la demande de financement. Ouais. Là, c'était d'autres défis, d'autres ressources. On était excessivement chanceux parce qu'on a eu le support de coordonnateurs, d'autres personnes qui sont experts aussi en écriture. Parce que là, on va chercher ces grosses demandes de financement-là. Il y a une façon de les écrire qui sont différentes de nos petits projets de recherche. Ouais. Fait qu'on a écrit une demande gagnante. 5 millions, là, quand même. On a écrit une demande gagnante qui a pris 2-3 mois d'écriture. Encore une fois, on était petite équipe limitée, mais expertise complémentaire. Il y avait mes jeunes collègues à l'époque du CHUC Université Laval qui sont embarqués COPI avec moi. Jeunes chercheurs, mentorat, c'est très important aussi. Et puis, il y avait des chercheurs là, de très haut calibre dans l'équipe. On nomme le docteur Saab à Montréal. Et puis, partout, là, on a eu une réponse extraordinaire. Et puis ça, on l'a co-construit ensemble. Puis après ça, on a besoin d'autres équipes une fois qu'on a le financement, puis on l'a eu. On a eu du support de nos institutions. Il fallait mettre en place tout ça. Fait que le travail d'équipe débutait là. Donc, c'était les contrats, Écoute, il fallait aller chercher d'autres ressources pour nous aider à réaliser le projet. Puis là, on y était. On était chercher auprès de nos plateformes, auprès des professionnels de recherche. Fait que souvent, on part d'une petite idée. Ouais. J'ai besoin d'un traceur pour l'imagerie du cancer de la prostate, du cancer de la prostate. J'ai besoin de ce traceur-là. Puis finalement, ben c'est 40 chercheurs pan-québécois dans 5 institutions qui ont participé au projet. Puis là, on avait les traceurs. Où on va avec ça maintenant? Le projet est terminé. On les garde-tu chez nous? Non. On a développé ces outils-là. Là, c'est des outils utiles pour tous. Oui. Fait que là, c'était d'aller chercher, convaincre nos institutions. On a ces agents d'imagerie-là. C'est important. Et puis pour un, c'était plus facile parce qu'on a, pour un qui était un des agents d'imagerie qu'on a développé, on offrait déjà en collaboration l'imagerie des tumeurs neuroendocrines. Donc, lui, était facile à amener en clinique, mais en utilisant notre nouvelle technologie. Puis ça aussi, là, je n'ai pas parlé, mais tout ça, quand on fait ces gros projets majeurs-là, on développe de la nouvelle technologie, parce que c'était nouveau. Et puis, c'était breveté. C'est pris maintenant, licencié par des compagnies. Puis on espère que
ça va être commercialisé éventuellement pour que d'autres centres puissent utiliser la technologie qu'on a développée et offrir les mêmes services là, aux patients là, de leur institution. Ça, donc un projet d'ampleur sur quand même une longue durée de temps. Maintenant, on attend de voir si ça va être essentiellement pris par le marché, en quelque sorte. Bien, là où on a 2 agents d'imagerie. Les 2 agents thérapeutiques sont disponibles. On commence à faire les thérapies. Le défi maintenant, c'est d'aller chercher l'homologation on va commencer par un, lui qui est en phase 3, qui est le plus avancé. Et puis là, ben, c'est d'autres joueurs. Ouais. Pour des approbations aussi auprès de notre ministère, il faut qu'on ait fait une étude de pharmacoéconomie, droit de la santé. Est-ce que des fois les besoins des patients. Est-ce que les patients sont preneurs de cette technologie-là? Fait que c'est tout un autre aspect où on va chercher d'autres collaborateurs pour... Vous dites, est-ce que les patients sont preneurs? Alors moi, naturellement, naïvement, j'imaginerais que, en tant que patient, je ne saurais pas exactement ce qui est bon pour moi ou pas. Donc, mais les patients doivent être preneurs de la technologie? Écoute, c'est des... Oui, puis je ne l'ai pas mentionné, mais dès le départ, quand on a commencé le projet, le financement qu'on avait eu pour le projet de recherche, c'était Oncopol. Dès le départ, on a impliqué un patient partenaire qu'on appelle, pour comprendre leur réalité, pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivaient et comment nous, on pouvait changer. Et puis, pour nous qui sommes chercheurs, moi je suis chercheur fondamentaliste, là, on amène des outils en clinique, mais je suis chercheur fondamentaliste, ça nous met un autre défi, un défi qui est humain, qu'on ne connaît pas, puis qu'on se familiarise avec, mais d'avoir un patient partenaire qui nous aide à vulgariser notre projet, à ce qu'il soit bien compris. Parce que quand on fait une étude clinique, il faut l'approbation des patients. Il faut leur participation. Donc, c'est important de bien expliquer c'est quoi notre projet, quels en sont les bénéfices. Au niveau des agents d'imagerie, le bénéfice, c'est qu'il y a, en bout de ligne, un agent de thérapie. Ouais. Fait que l'imagerie aide à déterminer l'éligibilité de ces patients-là. Fait que le bénéfice est un peu plus à long terme, mais il faut avoir les patients partenaires avec nous pour s'assurer puis écouter leurs besoins. T'sais, peut-être que c'est trop ce qu'on propose ou peut-être que s'ils sont preneurs avec nous, ça peut faire une différence. On a plus de poids aussi pour les approbations. Oui, c'est ça. Donc, avoir les patients qui supportent, qui voient les bénéfices ça peut ajouter comme tu dis, un poids, un argument quelconque. Puis nous, ça nous fait nous questionner aussi sur notre approche. C'est co-construire, collaborer comme ça, on est plus fort, je trouve, que quand on arrive pour proposer quelque chose, puis qu'on a le support de plein, tu sais, on l'a de notre institution. Au niveau recherche, on l'a, mais qu'est-ce que les patients, puis c'est quoi les coûts associés aussi pour les patients? Qu'est-ce que ça entraîne? Puis on amène des outils technologiques. Bien, c'est pas pour les retirer, là, tu sais. On crée un besoin, bien, on veut s'assurer qu'on soit robuste et que ces patients-là, peut-être d'amener la meilleure option. Tu sais, est-ce qu'on les offre seulement à Sherbrooke? Parce que c'est ce qu'on fait là actuellement avec les études cliniques ouvertes, ou bien on les amène ailleurs, ces agents-là, puis à quel coût? Tu sais, c'est peut-être des scénarios combinés, mais la vie des patients est essentielle à ce niveau-là. Puis je me demande, tu sais, moi, je sais pas exactement comment ça marche quand on arrive à l'étape de commercialiser un produit. Est-ce qu'il y a certaines, disons, politiques un peu, ou un peu des politiques, des trucs dérangeants par rapport au coût, par rapport au prix, par rapport à l'économie qui vont freiner un peu la science? Ou est-ce que, par exemple, au Québec, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est un problème? Parce que je sais que, par exemple, aux États-Unis, il y a des trucs qui peuvent coûter excessivement cher. Donc, je me demande par rapport au Québec, puis à cette étape-là pour le développement d'un médicament, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça... Bien, c'est toujours un défi, hein. Nous, on est en recherche, on est dans un milieu académique. Ouais. Je dirais pas qu'on est cheap,
mais on essaie d'offrir, on construit tout. Ben oui, c'est ça. On fait du radioisotope jusqu'à l'approbation clinique recherche dit. Donc, à ce niveau-là, on a développé tous les outils. C'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec ça. Puis nous, notre but, c'est d'offrir l'outil, l'agent d'imagerie à plus faible coût. On n'est pas là pour faire des profits, on n'en fait C'est pas ça. de profit. Fait que nous, on produit, on réévalue nos coûts, mais quand on arrive à l'homologation, là, ce ne sera plus notre équipe probablement qui va le prendre en charge. On a une équipe, au centre de recherche, on est 2 équipes, une qui est recherche et l'autre qui est production. Donc, on va travailler avec l'équipe production, puis c'est eux qui vont s'occuper de l'homologation. Nous, ce qu'on est en train de faire, oui, c'est l'analyse des coûts, coûts-bénéfices. Donc, il faut impliquer les patients, il faut impliquer aussi les décideurs, il faut impliquer les institutions. Là, c'est en dehors de ma zone de confort parce que je ne suis pas experte en pharmacoéconomie. Donc, on a été chercher des experts au Québec qui comprennent bien, qui ont des questionnaires vraiment adaptés. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, une étude de pharmacoéconomie, pas seulement à Sherbrooke, mais on va le faire également dans un centre satellite pour voir quelle est la meilleure approche. Est-ce qu'on ouvre un corridor de service, par exemple, à Sherbrooke, et tout se fait à Sherbrooke? C'est sûr que les coûts seraient moins élevés et on pourrait faire beaucoup plus de patients. On parle de 5 heures de demi-vie de traceur. Ou bien, on l'envoie dans différentes institutions. Et là, il y a un coût associé à ça. Il y a en bout de ligne un peu moins de patients. Et puis, par contre, c'est peut-être de quoi de mix, mais il faut l'évaluer. Donc, c'est ça. C'est les pharmaco-économistes vont être les experts afin d'évaluer, une fois toute cette recherche-là faite, vous avez trouvé le comment. Maintenant, on le travaille quoi, pour en fait. trouver comment on va amener Exact. ça, là. Exact. Donc, Oui. trouver la façon la plus économique et la plus, disons, réaliste de faire ça avec le marché d'aujourd'hui, Puis, les besoins et les coûts. On va devoir discuter avec le ministère, présenter nos résultats au ministère et puis s'assurer qu'on a une bonne écoute. Et puis, c'est un travail qui se fait pas tout d'un coup. Là. On a déjà eu des premières rencontres. On a le support de notre institution. Notre institution nous représente aussi auprès du ministère pour intégrer graduellement ces nouvelles technologies-là. Parfait. Puis, toi, tu as ton propre laboratoire, right? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Alors, moi, étant moi-même le fils d'un chimiste, j'ai pu grandir un peu en observant cette dynamique-là, avoir un laboratoire avec plein de gens qui venaient de partout. Et je me demande, tu as décrit en fait le principe de diriger une équipe un peu comme étant un chef d'orchestre. Oui. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu voulais dire un peu par ça, puis comment est-ce que quelqu'un peut bien orienter, bien diriger son équipe pour aller dans la bonne direction? On a plusieurs tentacules, je dois avouer. C'est d'avoir orchestré, c'est diriger, c'est donner les bonnes directions, mais on ne peut pas tout faire et il faut se l'avouer très rapidement. On y arrive quand on construit avec des personnes ressources. Elles sont très précieuses, hein, nos professionnels de recherche qui vont aider à supporter les étudiants. On a encore notre rôle, comme je suis professeur, j'ai des étudiants au laboratoire, à la maîtrise, au doctorat, je donne des cours. Il faut s'assurer que tout ça soit fait correctement. Hein? Puis mes projets de recherche personnels que j'ai sont un peu différents de ceux que je vous ai présentés là, où là, c'est des projets plus matures et c'est une équipe qui va y travailler. Pour moi, ce qui est précieux, c'est les personnes ressources qui vont aider à orchestrer. Nous, orchestrer, c'est donner les grandes lignes, c'est s'assurer qu'on s'en va dans les bonnes directions, c'est d'être présent quand on a des étudiants qui sont anxieux, c'est de leur donner toujours notre support parce que c'est mon rôle premier, hein, de faire ça. Pour moi, c'est vraiment important. Et puis, un autre rôle qu'on a, c'est de préparer la relève. Puis nos étudiants, c'est la relève de demain. Fait que ça, il faut réussir à tout faire. Puis pour y arriver, bien, il faut avoir des bonnes personnes ressources, des professionnels de recherche en qui on a toute confiance, qui prennent notre relève quand on n'est pas là, qui nous transmet l'information, puis qui tâtent le pouls tout le temps au sein des équipes à dire, bien là, on a un enjeu, puis
sais, d'avoir une dynamique là, très ouverte pour s'assurer que tout se passe bien. As-tu déjà eu des problèmes au sein d'une équipe? Comment est-ce que ça se résout, ça? C'est quoi la chose la plus fréquente qui peut freiner un travail d'équipe? Oui, ben écoute, je ne suis pas rendue à l'âge que je suis là sans avoir eu des Des enjeux, défis? des défis, des enjeux. C'est par la discussion, les discussions pour bien comprendre. Hein. On est deux ici dans cette pièce, on est très, très différents. Quand on dirige une équipe de 9 professionnels, 10 professionnels, qui sont très qualifiés. Chacun a son C'est ça, rôle, chacun mais est un peu individuellement spécialisé, donc comment on les... comment on les resserre, c'est de s'assurer qu'il y ait un travail d'équipe. OK. Ça, c'est essentiel. C'est de leur faire comprendre, oui, ton travail est important, mais Au sein de la grande respecte image. ton, Tout le monde est oui, important. c'est ça. Respecte ton collègue. Le respect au sein le respect est essentiel. Et puis, c'est de dire, travailler ensemble, vous allez voir, ça va mieux aller. Des fois, c'est difficile, mais là, avec le temps, les gens comprennent bien cet aspect-là. Et puis, non, c'est de s'assurer, être à l'écoute, de voir s'il y a des enjeux, puis de régler rapidement. Fait que, mais... C'est comme la métaphore, j'avais entendu ça, je pense, dans même un spectacle de comédie ou quelque chose, mais tu sais, déplacer un sofa à un, c'est impossible. Le faire à deux, ça se fait très facilement. Mais quand on est Donc, 4 pour le soulever, ça va... encore mieux. Donc, Il n'y a personne qui se blesse. peut-être que c'est un peu plus difficile de travailler en équipe, mais on peut aller beaucoup plus loin que individuellement. Bien, actuellement, en recherche, moi, ma vision a toujours été comme ça. J'ai une chaire de recherche, puis la vision de ma chaire, c'est vraiment travail collaboratif. 1 plus 1 fait 4. 1 plus 1 fait 5. Ça ne fait pas 2. Ça fait beaucoup plus que ça. Ça demande, c'est des défis parfois, mais en bout de ligne, il y a beaucoup plus de gagnants dans tout ce qu'on développe. Et puis, c'est difficile. De nos jours, faire de la recherche, c'est très difficile. Je connaissais bien ton père qui était chimiste, tout comme moi. On a eu des profils de carrière assez semblables également, donc on se rejoignait sur plusieurs niveaux. Et puis, lui aussi, tu sais, on comprend très rapidement dans le domaine où on est dans des sciences fondamentales, on peut faire une différence, mais la différence, on ne la fera pas tout seul. Non, c'est ça. On va la faire avec d'autres. On va la construire. Et puis, dans ce cas-là, tout le monde est gagnant. Lui, je suis bien placé pour savoir, il avait un labo absolument énorme. Là. On avait des barbecues, des fois, une vingtaine, trentaine de personnes. Là. C'était éblouissant. Mais oui, c'est les... Ben, en fait, tu l'as dit, il n'y a pas meilleure façon de le dire. 1 plus 1 peut égaler 5 dans ces cas-là. Oui. Puis c'est très enrichissant aussi. Comme je suis professeur, j'ai des étudiants, puis je vois, même au sein de mon équipe, de mon équipe, et j'ai beaucoup d'étudiants en collaboration, donc ça démontre le travail collaboratif, qui viennent de différentes concentrations. J'en ai en chimie, j'en ai en biologie, en pharmacologie, j'en ai en médecine. Et puis quand tu assois ces étudiants-là dans une salle pour des rencontres de groupe, les discussions sont tellement enrichissantes. Mm-hmm. C'est incroyable. Et, tu sais, il ne reste que, ton champ d'expertise est essentiel. Tu dois, pour mes étudiants, ceux qui sont en chimie, doivent travailler en chimie. Mais ils apprennent très tôt à comprendre les autres sciences, à s'y intégrer, à trouver des façons de l'être, tout en étant spécialistes dans leur concentration. Fait que ça aussi, j'espère que ça va faire des bons joueurs d'équipe éventuellement. Ça, donc, en favorisant cette communication-là et en étant un chef d'orchestre, on va dire, disponible, à l'écoute, ben, on peut élever... une équipe, en fait, peut s'élever et faire des avancées incroyables. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, puis on n'y réfléchit pas nécessairement. T'sais, notre but n'est pas nécessairement d'aller vers ça, mais c'est dans notre nature d'aller vers là. En tant que scientifique. Hein? Oui. Puis, en tant que scientifique, d'ailleurs, là, je vais prendre une petite tangente peut-être un peu plus personnelle. Je sais que toi, tu as eu un chemin de vie assez, je dirais pas un labyrinthe, mais qui a pris différentes directions à bien des moments, et j'aimerais en parler un peu.
quel a été, en fait, est-ce qu'on peut en parler de ça, ce fait que tu as souvent eu des décisions à prendre sur la direction de vie? Je sais qu'on l'a abordé tout petit peu au début dans ton parcours, mais abordons ça maintenant. Comment on fait face quand on prend une décision comme ça à l'incertitude? C'est jamais facile. C'est jamais facile. Mon saut le plus haut, c'était de partir de Montréal et Ouais. revenir à Sherbrooke, je dois le dire, parce que j'adorais ce que je faisais à Montréal. Puis là, tu En, avais ta- une en termes famille en plus. en termes de travail, mais j'avais ma famille, des jeunes enfants, puis je trouvais que leur faire vivre ça, tu sais, j'avais une petite qui avait 2 ans, 3 heures dans le trafic, en arrière d'une voiture. Je me suis dit, tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux pour mes enfants? Et puis là, ben, c'était le premier choix. Écoute, ça n'a pas été facile, j'adorais, puis j'étais, je crois, appréciée où je travaillais, mais j'ai pris la décision. Et puis, après coup, je ne l'ai pas regretté. OK, j'ai eu à relever des nouveaux défis, puis c'est jamais facile. J'ai commencé à travailler pour une petite compagnie, personne ne me connaissait, fallait faire ses preuves. Ben oui. Et puis, pour les petites compagnies, il faut être tentaculaire, c'est-à-dire on ne travaille pas juste en chimie médicinale. On m'avait donné le titre de directeur de chimie médicinale, mais écoute, là, c'était pas... on n'était pas 10 chimistes dans le labo au départ, on était beaucoup moins que ça. Puis c'était pas juste ça qu'on devait faire, tu sais, c'est de s'occuper des brevets, la compétition, monter les dossiers, les Gantt charts. C'était un travail colossal qui m'a appris énormément. On a emmené en clinique un produit. Et puis, tout ce travail-là, ces défis-là, ont été très enrichissants et m'ont permis de faire le saut où je suis rendue actuellement. Où là, moi, c'était vraiment mon désir de revenir dans le milieu académique. Mhm. J'ai pas pu le faire. Il a fallu que je passe par une petite pharma pour y arriver, pour me permettre de me détacher du labo où j'étais antérieurement parce qu'on m'associait trop à un laboratoire de recherche où j'avais passé 9 ans. Il fallait que je me distingue aussi, parce que ça, c'est toujours des défis. Il faut que tu te distingues au niveau scientifique. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter? Ouais. Fait que c'est... là, j'étais pas prête à dire, ben j'ai mes propres projets, j'y vais. Fait que j'ai fait un peu un saut dans le domaine pharmaceutique. Et puis après ça, j'ai pu sauter vraiment. Et dans cette... donc, c'est ça. Tu es passé de Montréal, milieu académique, à une plus petite pharma à Sherbrooke où tout était un peu plus incertain pour revenir à un milieu académique, mais à Sherbrooke. Lorsque tu as pris cette décision-là de quitter Montréal, donc ce que j'ai bien compris, c'est que c'était un peu un balancement entre l'intérêt, on va dire, familial et ta carrière à ce moment-là. Donc, c'était, on va pas dire deux trucs qui s'opposent, mais ça devait être difficile d'avoir quand même... en fait, comment est-ce que tu as fait pencher la balance dans cette direction? Comment est-ce que C'était tu as... familial. C'était familial. Je me suis dit, ben, la décision était vraiment familiale. Mon conjoint, mon mari avait un poste à Sherbrooke. S'est trouvé un poste à Sherbrooke. Quand on a dit, là, on ne peut pas continuer comme ça, tu sais, c'est très difficile. Fait qu'on s'est donné le défi. Et puis, c'était très rapide. Hein. J'avais pas l'emploi ici à Sherbrooke. Fait qu'il a fallu que j'arrive, que je vois sur le marché qu'est-ce qui était disponible. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Des gros défis. C'est toujours très, très inquiétant. Mais après ça, je me disais, ben écoute, je suis bien, je suis heureuse. On va co-construire. Quelle que soit la situation, on va trouver des solutions. Et puis, on fait notre chemin, hein? On le bâtit, notre chemin. Là. On bâtit notre chemin. On bâtit notre chemin. Donc, les choses ne nous arrivent pas. C'est nous qui faisons arriver les choses. Oui, on va dire. parfois, on ne décide pas seul. Parfois, on se le fait imposer. Là, c'était une décision prise en consensus, une décision familiale. Et puis, pour moi, c'était ma priorité. Et puis là, par la suite, ben, on construit. On travaille fort, on va y arriver. Si on le veut, on peut y arriver. J'adore ça parce que si Charles était ici, en fait, je vais dire un peu ce qu'il dirait. Il me dira par après si j'avais raison. Mais à un moment, on parlait, moi et lui, des piliers sur lesquels on s'appuie dans notre vie. Donc, par exemple, le travail, l'école, la famille, les amis, ainsi de suite. Et donc, des fois, lorsqu'un pilier est moins certain, on s'appuie sur les autres. Et
souvent, il y en a toujours un qui, on va dire, est plus important. Donc, dans ce cas-ci, je comprends pour toi, la famille était un peu ta base fondamentale dans la Ben, vie. c'est essentiel, C'est hein? ça. Si j'ai la famille, je peux surmonter quoi que ce soit. Donc, c'est ça ma priorité. Après ça, même si le milieu plus carriéral était incertain, tu as su quand même traverser ça parce que tu avais un peu ta base fondamentale. Tu avais priorisé la famille, tu faisais ce qui était mieux pour ta famille. Oui, puis le travail, bon, on le co-construit. On l'a, tu sais, on relève les défis. C'est très demandant, là. Quand je suis revenue dans le milieu académique, dans un département que je ne connaissais pas, médecine nucléaire et radiobiologie, tu peux poser la question, je me l'ai posée moi-même, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais construire ma carrière là? Ben, j'ai dit, la seule façon que j'y arrive, c'est de collaborer. Je ne ferai jamais rien seule. On revient une fois de plus au travail d'équipe. Encore? La famille au travail, on pourrait dire presque. Oui, oui. Puis, pourquoi, en fait, là, ça va sembler une question un peu... Ben, ça dépend, parce que moi, je suis dans un domaine, tu sais, le droit, qui est très, on va dire, très success-oriented. La carrière, les gros cabinets, beaucoup d'heures. Et malgré que je sais que beaucoup d'avocats arrivent à trouver un bel équilibre, je sais aussi qu'il y en a qui se perdent probablement dans ce travail-là. Donc, ma question, pourquoi est-ce que tu savais de base que la famille était la valeur la plus importante dans ta vie? Pourquoi est-ce que c'était... On dirait que tu n'as même pas hésité, c'est la priorité et le reste, we'll figure it out. Donc, pourquoi prioriser la famille? N'est-ce pas que tu as... Tu sais, là, je joue un peu l'avocat du diable, mais n'est-ce pas que tu as abandonné une carrière qui aurait potentiellement été telle affaire? Donc, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune hésitation à ce niveau-là? Le travail, tu peux en trouver des nouveaux. La famille, tu ne peux pas. Elle est là. Tu as mis des enfants au monde. Ben, c'est essentiel de t'en occuper. Oui. On est parents en vie, hein? Puis, au-delà de ça, ben, j'ai eu un très bel exemple aussi familial. Moi, je suis la 11e d'une fratrie de 12. 12 Oui. 12 oui, enfants? Oui, oui, oui. Wow. Alors, moi, chez nous, la famille, c'était quelque chose de très riche, un milieu ressourçant. Ouais. On a toujours eu le support de nos parents. Au niveau monétaire, à 12, non, c'était très difficile, mais au niveau, oui, fonce, on t'appuie, on est là, on est derrière toi. Fait que c'est l'exemple que j'ai vu, et puis c'est l'exemple que je voulais donner, tu sais, que je trouvais ces valeurs-là sont importantes. Trouver l'équilibre est difficile, par contre. C'est très difficile. Vous avez une carrière très remplie, fait que c'est difficile de C'est concilier difficile des de fois. trouver. Maintenant, Ouais. c'est difficile parce que moi, mes enfants sont rendus grands. J'en ai une qui travaille maintenant. J'en ai une encore aux études à Montréal. Mais je trouve qu'il faut trouver du temps pour se ressourcer, du temps de qualité. Il y en a peut-être un peu moins maintenant parce que chacun part dans leur direction. Mais le temps est précieux et que quand on se voit, il faut que ce soit en qualité. J'aime ça. Je sens moi-même, tu sais, mes parents ont toujours prôné cette importance de la famille-là. Et comme tu savais, mon père, c'est la même chose, famille d'abord. Donc, je sens que c'est une belle émotion. Je sens que c'est quelque chose de très important pour toi. Et je trouve ça très beau et je trouve ça très cohérent aussi de prioriser, malgré que tu travailles dans un domaine où c'est un peu les avancées pour l'humanité. À un certain point, tu te ramènes à cette valeur-là qui est la famille, qui est ton fondamental dans la vie. C'est notre noyau, hein? C'est là où on va se ressourcer, puis c'est là où on va chercher. Si je perds l'appui de ma famille et si je les abandonne, je pense que ça va être difficile de garder un équilibre dans tout le restant parce que c'est le noyau dur, là. C'est quelqu'un qui travaillait d'ailleurs à Transim Pharma, un ancien collègue qui a dit à un moment dans une discussion avec nous que c'est très bien d'avoir une raison de te lever le matin et de sortir de ton lit, donc aller au travail, mais ça te prend une raison de revenir le soir. Ça, c'est essentiel. C'est tellement beau, oui, c'est vrai. C'est une belle citation. Je C'est trouvais vrai. que c'était cohérent à ce moment-ci. C'est très beau, c'est vrai, oui. OK. Et là, si je nous lance en fait sur une autre tangente, toujours un peu plus personnelle, mais parlons un peu du sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce que ça prend pour qu'une personne se sente accomplie dans sa vie? Est-ce que c'est un objectif qui est souhaitable? Que conseillerais-tu? C'est difficile, hein? Parce que de dire c'est quoi le sentiment d'accomplissement.
Nous, on est jeunes, c'est tout ce qu'on oui, cherche. c'est ça. Puis je questionnais il y a quelques années un de mes collègues en disant, tu sais, crois-tu qu'à un moment donné, on est moins demandé? Crois-tu qu'on va... Y a-t-il un équilibre qui fait qu'on va, tu sais, prendre un peu plus le temps d'apprécier ce qu'on fait parce qu'on ne l'a pas beaucoup? Moi, je dois avouer que tu sais, quand il y a un bon coup, il y en a toujours quelque chose d'autre qui C'est arrive. ça, Fait qu'on c'est prend très pas facile assez de le temps. minimiser, Oui, là, c'est ça. c'est cool, mais passons au suivant. Puis là, il m'a répondu très sagement, ben écoute, il n'y en a pas. Plus tu continues, il dit, ce que tu apprends avec le temps, c'est de mieux gérer puis de mettre tes priorités. Fait que c'est comme ça, et puis j'ai trouvé ça sage. Mais mon sentiment d'accomplissement, tu sais, ce que je trouve, là, je suis rendue, tu sais, je suis pas un jeune chercheur, là, je suis rendue, j'ai plus que ça, j'ai 57 ans. Fait que là, pour moi, le défi, c'est de préparer l'avenir, ma relève, parce qu'il faut regarder aussi cet aspect-là. On construit avec une équipe, mais il faut s'assurer aussi qu'on ne laisse pas derrière nous, que ça ne tombe pas à l'eau. Donc, c'est un gros défi. C'est pas... Puis je sais pas comment... Tu sais, je le fais naïvement. Je regarde beaucoup au niveau carrière, là, pour moi, ça va être important de m'assurer que la relève est là. Et puis, j'y travaille activement. On est des chercheurs seniors. Hein? On joue maintenant un rôle de mentorat auprès des jeunes chercheurs. Puis, il y a beaucoup maintenant de subventions qui demandent à ce qui est des jeunes chercheurs en début de carrière. Puis, comment qu'on peut y arriver, c'est de les mettre en vedette. Okay. C'est eux la relève de demain. Nous, on le fait, là, tu sais, puis on le fait. Oui, puis tu sais, c'est notre rôle à dire oui, puis on va continuer à faire aussi des bons coups parce qu'on a l'expertise, puis on a une équipe derrière nous. Mais ce qui est important, c'est préparer la relève de demain, puis c'est de les mettre à l'avant-scène pour qu'eux aussi amènent des expertises et construisent. J'ai l'impression qu'avec le temps, tu sais, si je compare à moi-même aujourd'hui et à beaucoup de mes confrères, consoeurs, je suis à l'école, tu sais, on a, au niveau de notre ambition et de notre accomplissement, on a des grands rêves personnels, on veut atteindre tel poste dans tel cabinet, bon, pas pour moi personnellement, mais on a des grands rêves, on va dire, de carrière, et ça se ressent souvent autour de nous de manière peut-être un peu plus, on va dire, égocentrique, égoïste, mais... Peut-être que c'est ça, le sentiment d'accomplissement évolue avec le temps. Puis là, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes qui arrivent à un certain moment où est-ce qu'ils ont fait des trucs dans leur carrière, ça devient, comme tu dis, un peu ce besoin, ce désir de redonner et de maintenant passer la flamme, on va dire, passer toutes les connaissances acquises à la nouvelle génération pour lui permettre de fleurir à son tour. Donc, on dirait que ça change avec le temps. Bien, j'ai eu la chance, quand j'étais arrivée au département de médecine nucléaire, d'avoir un super mentor, qui était le docteur Van Leer, qui est encore là, vient régulièrement au laboratoire, encore actif au niveau recherche, et puis qui m'a aidé à construire. Il me laissait la place aussi à faire mes propres expériences, mais il était toujours là. Et je trouve que c'était vraiment génial. Fait que si je peux le faire pour quelques jeunes, peut-être pas, tu sais, ce qui est difficile, l'expertise que j'ai étant quand même assez pointue, mais de le faire avec, essayer de convaincre des jeunes que ce qu'on fait peut faire, c'est le fun. Faire une différence, et c'est le fun. Puis dans cet objectif-là, si on prend un moment pour revenir un peu, c'est-à-dire qu'on reviendrait sur la médecine nucléaire, si on veut inspirer, je sais que vous travaillez sur un projet concernant, si je ne me trompe pas, la maladie de Lou Gehrig. Oui. Est-ce que j'ai bien entendu ça? Est-ce qu'on peut en premier dire qu'est-ce que c'est cette maladie pour des gens qui ne savent pas c'est quoi ou qui ont déjà entendu le nom comme moi, mais qui n'en savent pas plus? OK. La maladie de Lou Gehrig, c'est une maladie neurodégénérative. Je ne suis pas experte du tout dans la maladie de Lou Gehrig. On a nos collaborateurs, justement, experts cliniciens dans cette maladie-là. Mais le défi qu'on a, c'est une compagnie qui est venue nous voir, qui développe un agent pour le traitement de cette maladie-là. La maladie neurodégénérative,
comment elle se présente, c'est qu'il y a une perte de motricité au niveau des membres et tout ce qui est musculaire, finalement, c'est une perte de motricité, donc difficulté à respirer. Oui, c'est affreux. Et l'espérance de vie des patients, c'est à peu près 5 ans. Wow, donc c'est un... Tu l'as, ça veut dire, c'est un peu comme l'Alzheimer, ça va... C'est le même type de... c'est une maladie assez neurodégénérative et c'est terrible parce que là, à ce niveau-là, encore plus, parce que les gens sont conscients qu'ils ont cette maladie-là. Elle est très difficile à diagnostiquer. C'est par élimination. Fait qu'on fait plusieurs tests qui peuvent prendre jusqu'à 1 an avant de poser un diagnostic et il y a très peu d'agents de traitement. Il y a déjà des agents qui vont retarder l'évolution de la maladie, mais elle te rattrape. Et puis, le défi, c'est une compagnie qui est venue nous voir, une compagnie européenne. Ils ont entendu parler de notre expertise et ils nous ont dit, pouvez-vous nous développer l'agent d'imagerie pour le traitement qu'on fait? Et puis là, on a co-construit avec eux. On a développé l'agent d'imagerie. On a fait des études. Là, les études sont faites chez des modèles animaux représentatifs de la maladie, les plus proches. Et puis, les résultats jusqu'à maintenant, c'est qu'on a eu l'approbation pour aller en clinique avec notre agent d'imagerie. Ce qu'on propose, c'est une phase 1 pour voir comment l'agent, si l'agent, chez des sujets sains et des sujets atteints de la maladie, pour voir comment notre agent se distribue chez le patient sain et chez le patient atteint de la maladie. Et un des défis, c'est de voir est-ce qu'il se rend où il est supposé de se rendre. Ce qu'on cible, c'est une enzyme qui ne se comporte plus de façon normale, qui va faire des agrégats au niveau de la moelle épinière, puis même au niveau cérébral. Puis nous, notre agent d'imagerie va aller cibler ces agrégats-là. Et puis, l'agent thérapeutique qui est en phase 2, en phase clinique 2, est maintenant à l'étude dans une étude multicentrique internationale. Donc, si notre agent d'imagerie est efficace, on va pouvoir diagnostiquer plus tôt ces gens-là et puis pouvoir leur offrir le traitement. OK, donc... Je peux en parler parce que tout est breveté, tout est protégé. C'est ça, il n'y a rien de... il y a plus... Tu sais, on est quand même... des secrets. Non, tout a été protégé avec notre collaborateur, fait que tout a été breveté. Non, c'est ça. On sort ce podcast-là, la police se bouge. Non, la compagnie ne me poursuivra pas. Mais c'est encore une fois une co-construction et puis c'est vraiment... Là, c'est dans un domaine d'expertise tout à fait nouveau pour nous. Mais qui est un gros défi, là, encore une fois, proches collaborateurs, les nucléistes, les gens qui travaillent en imagerie nucléaire, la médecine nucléaire. Ces gens-là, il y a certains collègues, Dr Turcotte, le nouvellement Dr Rousseau, où on travaille là, en étroite collaboration avec eux parce que ces projets-là ne pourraient pas être réalisés sans eux. Là. Fait qu'ils embarquent toujours dans notre folie un peu. Puis, la maladie de Lou Gehrig, c'est, comme tu as dit, quelque chose de très difficile à diagnostiquer. Donc, est-ce que ces recherches-là que vous faites en ce moment permettraient comme de diagnostiquer beaucoup plus tôt, avec plus de certitude? Oui, et donc de traiter plus tôt et d'avoir moins... ça peut augmenter l'espérance de vie et la qualité de vie, surtout, de ces gens-là? Absolument, absolument. C'est vraiment le but premier de développer cet agent d'imagerie-là. C'était pour avoir un diagnostic plus précoce. Puis c'est comme les maladies d'Alzheimer et tout ça. Plus c'est diagnostiqué précoce, plus tu peux tu as plus d'options thérapeutiques. Tu as plus d'options pour retarder l'évolution de la maladie. Puis ce qu'on veut ultimement, c'est d'être capable pas seulement de la ralentir, mais de la guérir. Là. Exact. Et ça, est-ce qu'avec cette médecine-là, ça pourrait peut-être... Là, on est un peu... On va loin. Là, il faut rester quand même prudent. Mais ça permet quand même, en tout cas, l'outil d'imagerie, si ce n'est pas avec l'outil thérapeutique actuellement, bien, ça permettrait là,
d'ouvrir au moins donner quelques lueurs d'espoir pour les patients. Peut-être ouvrir des portes, justement. Ouvrir des portes à d'autres agents aussi, parce que c'est pas nécessairement l'approche qu'on utilise va nous permettre de diagnostiquer la maladie. Fait que quel que soit l'agent thérapeutique, on va voir avec l'agent. Ce qui est intéressant avec nos outils d'imagerie, c'est qu'on peut voir l'éligibilité des patients à certains traitements. On peut diagnostiquer de façon précoce la maladie, mais en plus, on peut voir si les médicaments qui sont donnés sont efficaces. Tu sais, parfois, certains médicaments ont des effets secondaires indésirables. Est-ce que ça vaut la peine de continuer le traitement si on voit qu'avec l'agent d'imagerie, il n'est pas efficace? Et si on voit au contraire qu'avec l'agent d'imagerie, c'est efficace, bien, ça encourage le patient à dire, bien, écoute, le sacrifice en vaut probablement la chandelle dans le bout de ligne. Puis, si on veut, dans cet objectif un peu on va dire, de donner une certaine excitation pour ce domaine-là. J'aimerais savoir, tu sais, je vais faire un comparatif en ce moment. Tu sais, il y a l'ordinateur quantique présentement qui se fait développer et ça, c'est une technologie dont qui est, tu sais, on est sur les tout débuts des avancements, par exemple aussi avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, des trucs qui commencent à sortir qui sont très, très prometteurs pour l'avenir de l'humanité. Certes, ils auront leur paquet de problèmes eux-mêmes, mais toute nouvelle technologie peut avoir ça. Et là, par exemple, tu as des technologies qui semblent un peu plus anciennes maintenant, comme l'ordinateur moderne, right? Ce qu'on a un laptop aujourd'hui. C'est sûr qu'il va toujours y avoir des avancées, mais ça, les progrès principaux, j'ai l'impression, ont été faits dans les récentes années. Ce que j'aimerais savoir, si je prends le domaine de la médecine nucléaire, est-ce que c'est quelque chose qui est plus comme un ordinateur quantique à ses tout débuts, ou est-ce qu'on a développé beaucoup ce qu'on avait à développer avec ce domaine-là? Où situerais-tu ce domaine-là? Le nucléaire conventionnel avec le technicium-99 métastable. OK, la médecine, le nucléaire conventionnel existe depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mm-hmm. Là où on est rendu actuellement, c'est de développer des agents d'imagerie pour des diagnostics personnalisés et pour des traitements personnalisés. Au niveau de la thérapie à base de radioisotopes, on commence. Okay. C'est le tout début. Il n'y en a que 2 approuvés au Canada. Et puis, pour les cancers avancés, ça pourrait faire une grosse différence. Ça pourrait être quelque chose d'incroyable. C'est une approche émergente. Tous les spécialistes, que ce soit en radiochimie, en médecine nucléaire, en préclinique et en clinique, collaborent maintenant ensemble au Canada. Il y a un réseau pan-canadien qui est en train de se développer pour progresser beaucoup plus rapidement, encore une fois, des collaborations dans ce domaine-là, et pour rendre accessible plus rapidement ces nouveaux outils qui pourraient faire une différence. Fait qu'au niveau de l'imagerie, on en fait. On utilise beaucoup encore dans la majorité des hôpitaux, partout à travers le monde, l'ancienne technologie. On arrive avec des agents nouveaux qui s'intègrent graduellement au quotidien. Et puis, non, il reste encore, je crois, beaucoup à faire. Puis, tu sais, là, j'ai parlé beaucoup cancer, mais ça peut jouer un rôle très important aussi pour d'autres maladies. Par exemple, au niveau neurodégénératif, comprendre. Nous, on a développé des agents d'imagerie. On collabore beaucoup. J'ai un proche collaborateur qui est un spécialiste au niveau du diabète et de l'obésité, le docteur Carpentier. Puis lui, nos outils d'imagerie, il les utilise pour comprendre dans ses patients comment la maladie évolue et pour voir avec plusieurs traceurs, encore une fois, lui, il va avec 2, 3 traceurs, puis comprendre si les traitements qu'il fait sont efficaces et qu'est-ce qui change au niveau de l'humain avec ces traitements, au niveau mécanistique. Est-ce que c'est réversible, les traitements qu'il fait? Et il le voit. C'est vraiment génial. Donc, il y a un potentiel au niveau des traitements avec ce domaine-là qui est non exploré,
on va dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, disons dans 100 ans, où est-ce que ça va être rendu, les impacts que ça va avoir eu et les breakthroughs qui vont s'être passés à ce niveau-là. Donc, disons, il y a de quoi être Il y a beaucoup à faire. excité par ce domaine-là oui. et sa venue dans les prochaines années, on va Oui. dire. Puis, tu sais, là, on est en train de travailler sur une demande de financement. On croise les doigts. C'est une grosse demande de financement pan-canadienne. Puis, j'ai des jeunes chercheurs là, dans l'équipe. Là. C'est eux autres qui vont prendre la relève de demain. Puis, leurs projets sont tellement fascinants. Puis, je discutais avec eux autres. Puis ils disent, ben nous, dans notre domaine, c'est difficile. Il faut aller chercher ce qui va faire que ça va être différent des autres. Parce que sinon, la compétition est trop forte. Fait que c'est de combiner nos sciences ensemble pour développer des outils qui n'existent pas et des outils qui vont faire peut-être une différence. Fait que, tu sais, ils ont des idées géniales et puis il faut les écouter. Ce processus-là d'arriver à une idée, tu sais, parce que là, tu dis, c'est combiner les sciences pour trouver des outils qui n'existent pas encore. Oui. C'est nébuleux, mais c'est fascinant parce que arriver à faire ça, ça doit être quelque chose, un sentiment d'accomplissement, surtout en équipe, faire quelque chose d'incroyable comme ça, changer le monde. Oui, bien, c'est des gros défis toujours. Puis, tu sais, souvent, on se dit, ben, tu sais, ça fait un peu extraterrestre, est-ce qu'on va y arriver? Mais c'est toujours, d'y aller de façon méthodologique. J'aime ça. De ne pas se lancer, mais de bien étudier comment qu'on va y arriver, puis de se donner des défis. Faut aller vers ça, là. Faut aller vers ça parce que sinon, il faut amener plusieurs approches, plusieurs solutions. Les maladies sont complexes, puis c'est pas juste avec un traitement, une approche que tu vas y arriver, là. Ben, j'aime ça. Je pense que ça va inspirer beaucoup des jeunes cerveaux de demain. Ceux qui sont ambitieux, aller en médecine nucléaire. Hein. Je pense que c'est un domaine où vous aurez l'espace pour accomplir vos ambitions. Si je demande maintenant, on va dire, là, on arrive vers la fin de la discussion, je te demande de laisser un ou des, dépendamment de ce que tu veux mettre dans ta réponse, des conseils pour des jeunes. Par exemple, à mon niveau, on se développe, on est à l'université, on se pose des questions. Que voudrais-tu dire à ces gens-là? Je pense que ce qui est important, puis je le dis à mes enfants, on peut, dans ce qu'on choisit, OK, c'est pas toujours facile, c'est de trouver quelque chose dans lequel tu es allumé, que t'aimes faire. Dans tout ça, c'est sûr que tu peux pas toujours aimer tout, mais d'avoir des bons compromis et d'avoir l'esprit ouvert à intégrer les idées des autres, à discuter, à amener tout ce que je fais, moi, je le dis encore, puis ça revient toujours, c'est collaboration, esprit ouvert, respect dans ce qu'on fait, et puis on peut aller loin comme ça, là. Ça inspire. On peut aller loin. On n'est pas seul. C'est de se dire, si tu construis tout seul, là, c'est ennuyeux, là. Si tu fais ta carrière en laissant la place à d'autres, ça t'enlèvera pas tes heures de gloire, non. Puis, tu sais, on le fait pas. Moi, je trouve qu'on le fait pas nécessairement pour ça. Tu sais, moi, si on le fait pour ça, on ne le fait pas pour la bonne raison. Fait que je trouve encore une fois qu'un plus un fait 3, fait 4. Fait que c'est d'écouter puis de co-construire. Et j'aime ça. Et tu sais, j'ai pas demandé un peu c'est quoi le succès selon toi parce que je voulais émettre une hypothèse à ce niveau-là. De cette discussion, j'entrevois que pour toi, c'est premièrement, d'avoir une famille unie, une famille qui se développe et d'être là pour cette unité familiale pour tes enfants, de travailler sur des projets, de s'élever en fait de manière collaborative, de faire avancer des trucs et enfin de transmettre toutes tes connaissances et tout ce que tu peux offrir au monde à la nouvelle génération pour leur permettre de mieux avancer. J'ai l'impression que ça cible beaucoup des éléments dans ce que j'imagine tu conceptualiserais le succès pour toi aujourd'hui. Puis essayer de maintenir l'équilibre dans tout ça. Parfois, c'est difficile. Ça allait faire un jogging de temps en temps. Ou une bonne marche, ou essayer de trouver le temps de faire une lecture ou quelque chose qui n'est pas scientifique. Prenez du temps pour vous-même. Oui. Ben, écoute, la jeune génération est mieux qu'on était. Moi, c'est ce que je trouve. Puis, tu sais, des fois, je parle à des gens de mon âge, ouais, mais là, ils devraient... Non, j'ai dit, tu sais, ils prennent plus leur temps
Ils ont une meilleure qualité de vie parfois que nous, puis je trouve que c'est important. Je pense que... Ils peuvent se détacher un peu. Oui, ils ont un équilibre qui est beaucoup plus sain que... Puis, tu sais, c'est qu'il faut être à l'écoute. Puis, tu sais, des fois, ben c'est de mettre une personne de plus. Tu sais, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse s'épanouir. Puis qu'ils puissent s'épanouir puis être à l'écoute. Ben, écoute, merci beaucoup de t'être joint à moi aujourd'hui. Ça fait une magnifique discussion. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir également. Bon, ben merci à tous qui auront écouté cette conversation. Je sais que pour moi, c'est une de mes conversations que j'ai préférées jusqu'à présent. Vraiment, je sentais l'investissement dans la discussion. Il y a eu des moments qui étaient plus émotifs. Il y a eu des moments qui étaient plus techniques, mais je pense que Brigitte a vraiment su vulgariser son milieu et le rendre accessible à tous. J'espère que mes questions ont facilité ça également. Ce que moi, je retiens principalement, le moment qui m'a, on va dire, le plus inspiré, c'est lorsqu'on parlait de son changement de venir de Montréal à Sherbrooke, son emphase sur ce qui est vraiment important, la famille. Elle a sacrifié, on va dire, un peu plutôt le côté carriéral afin de faire ce qui était mieux pour sa famille. Et je trouve que c'est une très belle vision de la vie, soit avoir cette base fondamentale-là. Qu'est-ce qui est réellement important? Ça fait re-questionner sur qu'est-ce qu'il faut prioriser. Donc pour elle, la famille. Et une fois que ça c'est priorisé, une fois que tu as pris la meilleure décision pour ça, le reste, on va s'arranger. On trouvera un autre travail, on trouvera comment mettre à profit nos compétences dans une autre organisation. Donc je pense que c'est une belle leçon à en tirer, c'est de... lorsqu'on prend des décisions difficiles ou de se forcer à en prendre parce que ça va faire re-questionner sur ce qui compte le plus pour nous dans la vie. Et je pense que ça nous permet de faire évoluer comme personne. Donc, je remercie Brigitte de s'être jointe à nous. J'espère que la discussion vous a plu. Et une fois de plus, si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou des questions, nous sommes toujours preneurs. Écrivez-nous. Passez par notre site web milleunvoixdusuccès.ca. Écrivez-nous à milleunvoix@gmail.com. Ça nous fera plaisir de répondre. Alors, merci beaucoup.